5 et 3 ans à Notre-Dame-des-Landes. Donc on vit sur place au quotidien et encore pour longtemps. Bien, Mika. Bon là on vient de passer quelques heures à discuter, on est à la maison des associations, dans le cadre d'un infotour qu'on fait, où on vient donner des nouvelles de la lutte, de l'actualité de la lutte, de ce qui se vit sur la ZAD, de ce qui s'y projette. Là on fait une petite tournée en région centre, on est passé par Blois, la fac de Tours, à Loches, et là cet après-midi du coup on est à la maison des assos ici à Bourges. Et du coup c'était organisé par le comité de soutien à Notre-Dame-des-Landes de Bourges. Du coup, on n'a pas trop préparé une petite intervention là, du coup, on va essayer de faire un truc un peu freestyle. Je sais pas trop ce qu'on peut dire, ce qu'on peut peut-être dire en quelques mots là pour les gens qui savent qui sont plus ou moins au courant de ce qui se passe là-bas. En tout cas, la ZAD, c'est un peu un grand territoire où les aménageurs, les dirigeants, les gouvernants ont choisi de faire un aéroport à cet endroit-là. Il y a une super grosse mobilisation populaire qui s'est mise en place. Et il y a aussi des occupants, des gens qui ont décidé, à l'appel d'habitants de la zone, ont décidé de venir occuper le terrain pour s'opposer de manière concrète à l'avancée de tous les travaux qu'ils pourraient avoir là-bas. Du coup, c'est un peu se mettre en opposition frontale à ce projet, tout en étant soutenu par les gens qui habitent ce territoire. L'occupation de la ZAD qui a commencé en 2009, c'était une manière de s'opposer frontalement aux travaux, en faisant le constat que les recours juridiques ne pouvaient ne mener à nulle part, que le rouleau compresseur du projet avançait toujours. À un moment, les habitants se sont dit, il faut qu'on se lève, il faut qu'on s'oppose concrètement aux travaux sur le terrain, quoi. Donc d'occuper la zone, ça permet d'empêcher le début des travaux, quoi. Depuis la ZAD, c'est devenu une zone libre, une zone hors contrôle, une zone hors république, où les institutions, l'État et la justice n'ont plus prise. Excuse-moi, on me demande qu'est-ce qu'une zone à défendre, tu peux préciser la notion de zone à défendre. Au départ, le terme ZAD, il vient de la zone d'aménagement différé. C'était un terme administratif qui a été créé par le gouvernement pour geler la zone d'emprise du projet. Et puis très rapidement, à partir du moment où on a commencé à vouloir défendre cette zone, et ben ça s'est transformé en zone à défendre. Et suite à l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, il y a ailleurs en France d'autres luttes contre d'autres projets inutiles et imposés qui ont essayé un peu la même méthode d'occuper le terrain et d'empêcher le début des travaux. Mais la différence à Notre-Dame-des-Landes, comparée à d'autres luttes ailleurs en France, c'est qu'à Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment une lutte qui est ancrée dans le territoire. C'est que l'occupation, elle s'est faite à l'appel d'habitants du territoire. Il y a un soutien populaire, c'est vraiment une lutte populaire ancrée dans le territoire. Et du coup, au niveau de l'organisation, pour la nourriture, pour tout ça, comment ça se passe La ZAD, c'est immense, ça fait 1600 hectares. C'est une zone de 10 km de long par 3 km de large. Tout à l'heure, c'était 2. Ça fait toujours 1600 hectares. 1600 hectares. Donc il y a environ 60 lieux de vie différents qui regroupent, on estime, à 200 personnes. Alors on ne se connaît pas tous. On ne se connaît pas tous, qu'il y a beaucoup de monde. Donc, les 200 personnes que je dis, c'est des nouveaux arrivants, des squatteurs, ce qu'on appelle des zadistes. Donc c'est moi, c'est Guillaume, c'est d'autres. Et à côté de ça, il reste aussi les habitants historiques, les fermes, les locataires et les propriétaires qui ont refusé de partir et de plier sous la menace du projet. Donc là, c'est pas une entité. Il n'y a pas une seule communauté de 200 personnes qui vit et qui décide de tout ensemble. C'est une multitude de groupes, d'individus qui se retrouvent sur des bases communes. D'une part, la lutte contre l'aéroport, mais aussi le refus du monde qui construit ce genre de projet, quoi. Le refus du monde capitaliste et du monde qui aménage et qui crée ces grands projets d'infrastructure qui bétonnent tous les jours un peu plus de terres agricoles. J'ai une question. François Hollande a annoncé qu'il y aurait peut-être un référendum en local, c'en est où ça? Le référendum, il a été annoncé en février, parce qu'entre décembre, janvier, février, il y avait vraiment un gros bouillonnement contre Notre-Dame, des manifestations à 20, 30 000, 40 000 personnes, des actions tous les jours, des blocages de routes, de ronds-points, de centres névralgiques. Et pour sortir un peu de ça, ils ont lancé ce référendum pour un peu plus asseoir la légitimité démocratique du projet. Alors, on s'est tous rendu compte à Notre-Dame que c'était trop de l'enfume, quoi. C'était vraiment de l'enfumage. D'une part, l'organisation de ce référendum,
le référendum, il est commandité par l'État, il est commandité par les mêmes personnes qui ont menti sur le projet, qui ont truqué les chiffres, qui organisent des pétitions bidons où les chiffres, où les signatures sont truquées. Donc c'est eux qui choisissent le périmètre d'emprise du référendum, la consultation, c'est eux qui définissent tout. Donc toutes les modalités, la question, voilà. Donc nous, on n'est pas dupes de ça. Ça a une apparence de démocratie, mais c'est pas la démocratie. Malgré tout, ce référendum, il aura bien lieu le 26 juin prochain. Il y a certaines organisations qui luttent contre le projet d'aéroport qui vont y participer, qui vont faire campagne. Et malgré tout, on s'est tous dit que quel que soit le résultat qui tombe, on continuerait la lutte parce que notre combat il est légitime. J'ai entendu dire à la radio que la ministre de l'Environnement voulait alléger en fait le programme par rapport à l'aéroport. On pense quoi le fait d'alléger? Faire moins de pistes et tout ça. Il y a un aéroport déjà à 30 km. À 30 km d'où ils projettent de faire chez Notre-Dame-des-Landes. Ça rime à quoi? De le transférer dans une zone humide, un bocage exceptionnel qui a été préservé. C'est un des derniers bocages de Loire-Atlantique. Il y a une faune et flore incroyable. Et il faudrait déplacer, il faudrait bétonner, bétonner 1200 hectares parce qu'en fait le projet plus petit, ça économiserait que 200 hectares. Donc c'est toujours 1400 hectares, 1450 hectares d'emprise du projet, quoi. Et à quoi ça rime en fait? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? C'est Les sous. les sous, ben voilà les sous, quoi. Il y a une question. Du coup, là, c'est une zone libre, n'importe qui peut venir s'installer à la foulée. Enfin, des gens, n'importe qui arrive avec sa tante, sa famille, j'en sais rien. Ouais, n'importe, c'est une zone libre, n'importe qui peut venir. Alors bien sûr, il y a des habitants, donc on fait pas non plus tout ce qu'on veut. On peut pas arriver là-bas en terrain conquis. C'est pas... Une zone libre, ça veut pas dire une zone où, tu vois, où le libéralisme règne et où tu peux arriver et chier sur ton voisin et voilà quoi. Ça veut dire que tu peux venir, faut comprendre ce qui se passe, un peu comprendre l'histoire de la lutte, capter tu vois, si tu as envie de t'installer quelque part, capter qui sont tes voisins, voir si ça va le faire si tu t'installes quelque part. Et c'est ça, un peu sentir la situation de l'endroit quoi. Et du coup, c'est une zone qui peut être c'est pas une zone fermée, c'est pas une enclave. Il y a des routes qui la traversent, tu peux traverser la ZAD sans t'en rendre compte, ça peut arriver sur certaines routes. Et pour autant, tu vois, c'est un endroit où les institutions y ont papier, du coup tu peux venir, tu peux t'installer, tu peux autoconstruire ton habitation. Et les gens fabriquent du coup des fois des yourtes, des maisons, enfin des trucs en dur. Ouais, du coup sur la zone là il doit rester, je sais plus combien il reste de maisons en dur et de fermes, il reste une dizaine ou une quinzaine de fermes et maisons en dur, qui du coup sont habitées. Et après, il y a tout un tas de gens qui habitent dans des maisons autoconstruites. Moi, j'habite dans une maison qu'on a autoconstruite. Avec un collectif, on est 8 à habiter ensemble. Mika, lui, il habite dans une maison en dur. Et du coup, tu as aussi bien des gens qui construisent une petite cabane juste pour eux, qui construisent une yourte qui est à côté de leur habitat collectif pour avoir un espace personnel. Et voilà. Et du coup, t'as tout type de confort suivant ce que les gens ont envie d'avoir aussi, quoi. Et du coup, on est un peu en prise avec nos vies. Ça veut dire qu'on sent un peu, on se questionne sur la manière dont on a d'habiter le territoire, sur la manière dont on a envie d'avoir ou pas certaines choses de confort. Enfin, si on a envie d'avoir l'électricité, à l'eau, des choses comme ça. Et on est un peu en prise avec le milieu dans lequel on vit, quoi. J'ai des amis qui font partie de la mouvance de sélection de systèmes électro qui ont rejoint la ZAD et qui me disaient qu'il y avait vraiment des points de ressemblance entre les premiers sons de système qui ont été posés et les violences policières qui sont commises dans les ZAD. Et pour vivre dans une ZAD, il faut quand même avoir les nerfs bien accrochés, mais il faut aussi avoir un énorme esprit d'entraide. Est-ce que vous confirmez ça? Je viens de dire que ça veut pas dire grand chose vivre dans une ZAD, parce que voilà, il y avait une question avant, c'est quoi la ZAD ou c'est quoi une ZAD? Il y a pas de truc, ça veut pas dire grand chose. Des zones à défendre, je pense qu'il y en a partout. Partout il y a des luttes à mener, que ce soit des luttes sociales, des luttes écologiques, et du coup, tu vois, il y a eu un peu une mode de reprendre plein de luttes ce qui est logique, tu as vu qu'il y avait une lutte forte à Notre-Dame-des-Landes, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a plein de gens qui ont repris ce terme-là, il y a eu le slogan un peu ZAD partout qui est quelque chose de super fort, mais il ne faut pas non plus voir ça comme des copies conformes à chaque fois, et il n'y a pas un mode d'emploi pour lutter contre un gros projet d'aménagement. Et du coup, voilà, qu'est-ce que ça veut dire vivre sur une ZAD? Moi-même, je pourrais pas te le dire, je sais pas quoi. À Notre-Dame-des-Landes, en tout cas, il y a plein de gens différents, il y a plein d'ambiances différentes aussi.
comme je disais, il y a 200 personnes, mais en fin de compte, il y a beaucoup plus que 200 personnes, puisqu'il y a, il y a énormément de gens de passage qui viennent pour quelques mois, un an, qui repartent, mais qu'on est sûr de revoir plus tard et qui reviennent. Et il y a certains endroits sur la ZAD où c'est une ambiance particulière, où il faut avoir un peu les nerfs accrochés, parce que j'ai pas détaillé. Mais il y a aussi des endroits, il y a aussi des endroits fortement paisibles. Et qu'est-ce que je me suis perdu dans ce que je voulais dire? Des violences policières notamment. Comment interagit la police avec En fait, les depuis 2012, depuis qu'ils ont tenté d'expulser la ZAD et qu'ils ont perdu, qu'ils sont repartis, depuis ils sont pas revenus. Donc, en fait, on imagine souvent la ZAD comme un lieu d'affrontement perpétuel et ultra violent, un camp retranché. Et c'est pas du tout ça. C'est complètement calme. Et c'est complètement calme depuis le printemps 2013. Voilà. Calme dans les rapports avec la police. Après, ça veut pas dire qu'il se passe des choses. Tu vois, on est comme il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble, des gens qui ouais, on est quand même très différents dans les raisons pourquoi on est venu, dans les parcours de vie qu'on a eu. Il y a pas mal de gens aussi qui sont venus, qui ont connu la rue, qui vivaient dans la rue, qui ont des problèmes d'addiction, d'alcool ou de drogue. Il y a des gens qui sont venus plus qui ont envie d'avoir un rapport à la nature, tu vois, un peu particulier, enfin de plus à vivre dans le sauvage, on va dire. Il y a des gens qui ont envie de faire de l'agriculture motorisée. Du coup, il y a toute une diversité de gens comme ça. Et forcément, ça fait un peu des frottements et des conflits par moment. Et justement, depuis 3 ans, en fait, on voit aussi l'évolution. On a appris à vivre ensemble, on a appris à se connaître. Il y a beaucoup moins de fantasmes qu'au début, qu'après la période des expulsions. Et du coup, il y a toujours des conflits. Et les conflits, c'est quelque chose de riche et d'enrichissant. Et on apprend à y faire face et à pas avoir besoin des institutions pour les gérer et les régler et voilà. Parce que, en fin de compte, quand je disais c'est une zone de non-droit et que les institutions, la justice ni la police n'a plus de prise, mais pour autant c'est pas le chaos sur la ZAD. Contrairement à ce que pourrait nous laisser penser le pouvoir, que quand ils sont plus là, ben les gens savent plus s'organiser, savent plus régler leurs problèmes, et ben c'est complètement faux. À Notre-Dame-des-Landes, malgré un peu l'épée de Damoclès du projet, malgré la pression de la police, et ben, en fin de compte, on a réussi à créer une zone où on peut s'entendre, on peut s'organiser, où on peut avoir des liens forts de solidarité, où on peut créer des choses, mener des projets, voilà. Quand il y a un indésirable, ou un groupe d'indésirables, dans sa République, place de la République, où ils ont un pseudo-service d'ordre, voilà. Est-ce que vous avez... est-ce que c'est collectivement que vous direz la chose? Est-ce qu'il y a des... Voilà, comment est-ce qu'il y a des réunions collectives, des choses comme ça? Alors on n'a pas de service d'ordre. On n'a aucun moyen coercitif de faire appliquer les décisions. Toutes les décisions se prennent au consensus au sein d'assemblées. Par rapport aux indésirables, en fait, il peut y avoir des gens qui ont des comportements pourris. Pour autant, on ne voulait pas reproduire les systèmes d'exclusion qu'on voit partout ailleurs, quoi. Ni l'exclusion, ni l'enfermement, qu'il soit carcéral ou l'enfermement dans les centres psychiatriques, on ne voulait pas reproduire ça, quoi. Et donc, quand il y a des problèmes, on les prend à bras le corps, on les prend tous ensemble à bras le corps, et on essaye d'y remédier au mieux, mais sans utiliser ces méthodes qu'on dénonce par ailleurs, quoi. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'exclusion sur la ZAD, mis à part 1 ou 2 cas où il y a eu des violences ou des agressions de l'ordre sexisme ou sexuel, de cet ordre-là, quoi. Où des gens ont été invités à partir, à réfléchir, éventuellement à revenir plus tard, mais plutôt dans un premier temps à partir, quoi. Mais sinon, il n'y a jamais eu de... Voilà. Ça veut pas dire... Ça arrive une ou deux fois qu'il y a des personnes. C'est quand même arrivé une ou deux fois qu'il y a des personnes qui soient poussées fortement vers la sortie, quand même. Après, tu vois, des gens qui posent problème, avec qui tu essayes de composer, de résoudre, et quand tu n'y arrives pas, des fois ça peut être une solution, quoi. Mais c'est vraiment, on va dire, extrêmement plus que rare, quoi. Et du coup, il y avait un peu un truc comme ça avant de se dire qu'il faut qu'on résolve les problèmes ensemble. Et c'est quelque chose de pas facile parce qu'on est nombreux et tout. Et du coup, quand on se réunissait, ça prenait énormément d'énergie pour parler de conflits. Et du coup, là, depuis l'automne dernier, il y a une tentative qui s'est mise en place pour avoir un peu un groupe qui réfléchit, qui essaye de résoudre les conflits. On appelle ça le cycle des 12. Du coup, c'est 12 personnes qui
qui sont, on va dire, en gros tirées au sort. Il y en a certaines, c'est parmi une liste de volontaires, d'autres parmi une liste de lieux de vie, où on doit désigner des gens qui vont à ce cycle-là. Et du coup, ça fait un groupe qui a pour but d'essayer, tu vois, d'une manière ou d'une autre, de régler ou de trouver des solutions un peu à des conflits. Aux conflits qu'il peut y avoir, du coup, il y a un numéro de téléphone, on peut les contacter, et voilà, ils font un petit rendu aussi régulier aux réunions qu'il y a, qui sont hebdomadaires. Et après, voilà, après, ça a l'air plutôt bien parti. Après, c'est pas forcément non plus merveilleux. De toute façon, tu vois, résoudre des conflits, c'est pas forcément facile. Même dans le monde dans lequel on vit, on voit bien que la prison, c'est pas une solution pour résoudre les conflits. Et voilà, et résoudre des conflits, c'est vraiment résoudre un conflit au fond, c'est loin d'être quelque chose d'évident, quoi. Du coup, c'est des tentatives d'essayer d'y faire face, quoi, en tout cas. Le vivre ensemble sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment un enjeu important, mais c'est loin d'être le seul. Il y a plein d'autres enjeux de taille. C'est d'une part faire tomber le projet d'aéroport, et montrer que les citoyens, enfin que la population, elle peut s'opposer à un projet comme ça. Notre-Dame-des-Landes, c'est devenu une espèce de phare pour plein de luttes en France contre des projets d'aménagement, quels qu'ils soient. Et si on gagne à Notre-Dame-des-Landes, eh ben peut-être qu'on pourra gagner ailleurs, quoi. C'est un laboratoire en fait, c'est un laboratoire d'échange d'idées, d'actions citoyennes, politiques, écologiques et de lutte aussi en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment un laboratoire. On ne dit pas qu'on va y arriver, mais on s'essaye, on analyse, on réfléchit ensemble en fait. Oui, on part de constats communs, de ce qu'on veut pas reproduire, et on essaye vraiment autre chose, quoi. Voilà. Vous pouvez nous parler un peu de vos métiers, de ce que vous aimez faire là-bas? Alors, sur la ZAD, on a plein de métiers. Toi, Mika, et qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que je fais là-bas? Qu'est-ce que je fais là-bas? Ça dépend des jours. Principalement, je fais de l'agriculture, c'est-à-dire que de formation, j'étais maraîcher, puis je suis allé là-bas pour faire ce que je savais faire, cultiver. Mais cultiver, mais aussi le faire à Notre-Dame-des-Landes, ça avait un sens un peu plus important que de m'installer ailleurs de manière institutionnelle et de vendre des légumes à des bourgeois en ville qui ont les moyens de me payer, quoi. Ça, j'avais vraiment pas trop envie, ça m'enchantait pas. Donc de cultiver à Notre-Dame-des-Landes, de montrer qu'on peut faire autre chose que du béton sur ces terres-là, ça avait un sens. Et mais le quotidien, il est pris, je sais pas comment expliquer, il est pris à la fois par l'agriculture, il est pris par beaucoup de temps d'accueil, parce qu'il y a énormément de gens. Je me demandais si on pouvait passer, bah oui, on peut passer, il y a beaucoup de gens qui passent, et donc ça prend pas mal d'énergie à accueillir les gens qui passent, mais aussi accueillir les journalistes, et aussi faire des réunions. On pourrait passer sa vie en réunion si on voulait à Notre-Dame, parce qu'il y a des réunions un peu tout le temps, à la fois pour lutter contre le projet d'aéroport, à la fois pour un peu parler du quotidien, de l'organisation quotidienne, à la fois pour parler de comment on s'insère dans les mouvements sociaux hors de la ZAD, par exemple à la Nuit debout ou lutte contre la loi travail. Donc tout ça c'est énormément de temps, et en fait on a plein de métiers sur la ZAD, et finalement c'est un peu con ce que je vais dire, mais sur la ZAD on a vraiment la liberté d'entreprendre, quoi. Ça paraît bizarre dit comme ça peut-être, mais on peut mener tous les projets qu'on veut, quoi. On peut aussi se disperser énormément, mais on a vraiment le choix de pouvoir tout faire. Il y a énormément de gens différents, il y a des gens qui viennent de... En fait, à Notre-Dame, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le salariat. Qui étaient... Je sais pas, il y a des étudiants, des anciens profs, il y a un ancien chasseur alpin, un ancien croupier, un ancien facteur, un gars qui était commercial, comme il disait, des gens qui vivaient dans la rue, il y a des gens qui étaient étudiants, qui ont arrêté. Il y a des gens qui étaient étudiants sociaux, qui ont voulu faire une étude sur Notre-Dame-des-Landes, et puis ils sont venus là quelques mois, en fait ils ont abandonné leur étude, ils sont restés là. Bravo. Il y a... Et je sais pas comment expliquer le quotidien et nos métiers, en fait on parle pas de métier chez nous. On parle d'activité. Là, ils ont des boulangeries, ils font leur farine, on a vu le film cet après-midi, ils sont autonomes au niveau alimentaire. À tel point qu'ils peuvent même livrer, vous avez livré de la nourriture aux Nuits debout de Nantes. Ouais, alors on n'est pas autonome au niveau alimentaire, par contre, on essaye, mais on vise pas l'autonomie pour l'autonomie, quoi. On veut pas forcément un îlot au milieu de la société, un îlot autarcique, on pourrait dire, on veut pas du tout de ça. Même si on essaye de produire pour subvenir à nos besoins,
parce que si on sort du salariat, si on sort du monde consumériste, au bout d'un moment, faut aussi qu'on subvienne à nos besoins, quoi. Donc on produit, on fait de l'agriculture, ça c'est sûr, on fait de l'autoconstruction, mais on vise l'autonomie, mais pas qu'alimentaire, on vise aussi l'autonomie politique et l'autonomie d'organisation. Et en ça, on va aller soutenir et fournir des produits, des légumes, du matos logistique, enfin des infrastructures logistiques, des tracteurs, notre savoir-faire d'organisation, on va aller le fournir à d'autres luttes, que ce soit à Nuit debout à Nantes, à l'occupation de la fac, aux migrants à Calais, aux migrants à Nantes. Je veux dire, on peut depuis ces dernières années, on peut imaginer, on pourrait faire une liste grande comme le bras de luttes auxquelles on a participé. Et c'est ça aussi un des enjeux à Notre-Dame-des-Landes, c'est après la fin du projet d'aéroport, c'est que ça ne devienne pas une zone qui se replie sur soi et qui construit son autonomie pour son autonomie, quoi. On veut que ça soit une zone d'où partent des initiatives politiques assez fortes pour changer le monde. Le rapport avec les journalistes, tu disais qu'il y avait des journalistes qui venaient régulièrement, ça se passe comment? Le rapport avec les journalistes, c'est pas simple. C'est pas simple, mais pour autant, on réussit à faire quelque chose quand même avec. C'est-à-dire que de base, il y a une certaine méfiance vis-à-vis des journalistes, notamment des journalistes des médias un peu mainstream. Mais petit à petit, en fait, il y a des gens qui apprennent à parler, qui apprennent à faire passer un message journaliste. C'est-à-dire, il y a pas des méthodes, à pas s'éparpiller, à tenir juste une ou deux idées, pas plus, et à la répéter en boucle, à essayer de revenir toujours à la chose qu'on veut faire passer, à l'essentiel. Et puis petit à petit, il y a des journalistes qui sont aussi, en fait, il y a des journalistes qui sont aussi anti-aéroport, quoi, enfin, qui sont, disons, entre guillemets, de notre côté sur ce point de vue-là. Au sein des rédactions, c'est partagé, quoi. Des journalistes pro-aéroport, anti-aéroport. Il y en a qui commencent à connaître bien le sujet et qui vont essayer de faire des articles un peu pas forcément de fond, mais qui vont un peu plus capter ce qui se passe. Donc c'est plus simple aussi d'échanger avec eux, quoi. Et je vais pas dire qu'on construit un rapport personnel et intime avec les journalistes, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais... Une relation de confiance. Non, je ne veux pas dire non plus qu'il y a une relation de confiance, mais pour autant, on jette pas entièrement en fait les médias et plutôt on va essayer de s'en servir pour faire passer des messages. Il y a notamment il y a un groupe presse en fait c'est des gens, des volontaires un peu tournants qui s'occupent particulièrement de la presse et qui suivent, il y a un numéro de téléphone où on renvoie les journalistes au groupe presse et c'est plutôt ces gens-là qui vont s'en charger quand on a plus l'habitude de parler aux médias, quoi. Et de toute façon, on sait qu'il y a plein de moments où les médias ils vont faire des articles crapuleux, vraiment crapuleux sur nous, qu'on y participe ou qu'on n'y participe pas. Mais des fois, quand on participe à répondre à des interviews, c'est un peu moins crapuleux parce qu'en fin de compte, les journalistes sont, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est pas toujours des salauds, quoi. Ça, c'est mon avis, hein. Il n'est pas partagé sur la ZAD. Et au fond de vous, vraiment sincèrement, vous pensez que votre projet et votre lutte va aboutir positivement? Est-ce que c'est la question? Est-ce que c'est La question est intéressante aussi. Est-ce que ma question est bonne aussi? Mais est-ce que tu crois que Nuit debout, ça va aboutir à quelque chose? Je peux te répondre, peu importe si ça aboutit ou pas, ce qui compte c'est pas forcément l'objectif, c'est les moyens et la manière dont on le fait. En fait, je pense que pour faire un parallèle avec le maraîchage, je pars du principe qu'on a des graines qui sont fertiles, qu'on va semer quelque part, qui vont donner des belles plantes, des plantes qui vont vivre peut-être moins longtemps, mais l'objectif c'est de construire un beau jardin. Donc même s'il y a des parcelles qui seront peut-être moins florissantes que d'autres, c'est pas tant l'objectif, c'est la manière dont on y met du cœur. Voilà. Bon, bah, t'as répondu à la question. Après, pour parler aussi, ce qu'on peut se poser comme question, c'est quoi la victoire de notre lutte? Ça, c'est aussi une question en soi, tu vois. Qu'est-ce qu'on combat et ouais, c'est quoi la victoire? Elle se situe à quel niveau? Et ça, c'est pas forcément facile d'y répondre, quoi. On a déjà gagné. Oui, c'est ça. D'une certaine manière, on peut dire qu'on a déjà gagné parce que, tu vois, on a une lutte qui est assez incroyable, des gens qui se sont rencontrés, qui se seraient jamais rencontrés sans ça, tu vois, des mondes qui se sont croisés complètement improbables. De vivre ensemble, tout ça. Tout ce qu'on a construit déjà, tout ce qu'on a fait, en soi, c'est déjà une victoire, ça c'est sûr.
Après, moi, si même tout ce qu'on a fait c'est merveilleux, mais s'il y a un aéroport qui se fait, je serais dégoûté et j'aurais pas l'impression d'avoir gagné, c'est sûr. Et voilà, du coup, pour moi, en soi, déjà, que l'aéroport se fasse pas, et ça, j'arrive pas à imaginer qu'il se fasse, ce serait déjà une première partie de la victoire. Mais après, si l'aéroport se fait pas et que la zone redevient un endroit comme tous les autres, aussi là, il y aura aussi une petite défaite, tu vois. Enfin là, c'est un avis perso et un sentiment personnel. On allait tellement loin dans les relations qu'on tisse, dans tout ce qu'on construit, ce qu'on crée, les rapports justement avec tous ces gens différents qui se croisent sur la ZAD, on allait tellement loin que moi je me dis ça peut pas s'arrêter quoi. Enfin, il faut pas que ça s'arrête et que c'est important pour nous, pour toutes les autres luttes, que ça se poursuive. Et pour nous, justement, ce qu'on porte aussi là, dans ce qu'on construit sur la ZAD, on le construit, on le bâtit, on le construit contre l'aéroport, mais on le fait aussi pour l'après-aéroport, pour qu'une fois que le projet d'aéroport soit abandonné, ce qu'on a construit puisse se poursuivre et que tout ce qui se met en place en termes d'alternatives, en termes de rapports sociaux, en termes de tentatives de sortie de l'économie, ça puisse perdurer quoi. Et ça sera une autre lutte aussi, si le projet d'aéroport est abandonné, que la ZAD se maintienne quoi, et puisse continuer à se propager. Et ça c'est une lutte, c'est pareil, c'est comme pour celle contre l'aéroport, on va pas la gagner nous tout seuls sur place, on a besoin on va avoir besoin de tout le monde. Et c'est là aussi je ferai un peu un parallèle avec les Nuits debout, c'est la Nuit debout c'est un espace où il y a vachement de discussions et tout, et il n'y a pas forcément de trucs concrets derrière, tu vois. Et pour moi la ZAD c'est un peu un truc concret, tu vois, qui aurait pu émerger d'un espace comme ça par exemple, où il y a quand même pas mal de liens, et j'espère qu'il y a des choses un peu concrètes peut-être à un moment qui émergeront ou pas, c'est pas grave, mais j'espère que toute la mobilisation qu'on voit là au Nuit debout, elle pourrait à un moment aussi soutenir, tu vois, les initiatives qui se prennent et les territoires qui sortent un peu de ce monde de merde. Et on aura besoin de soutien. Et pour moi, la victoire, si tu vois, si on arrive à maintenir une zone hors des institutions, hors cadre, et où ils s'expérimentent des choses, et ça sera pas un modèle, ça n'a pas vocation à devenir un modèle, ça a juste vocation à être une des portes de sortie de ce monde, quoi. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est que la victoire pour toutes ces luttes-là, particulièrement Notre-Dame-de-Landes, c'est d'essayer quelque chose. Et essayer, c'est laisser des traces. Des traces qui peuvent être prises, qui peuvent être, bien sûr, qui ne vont pas s'envoler en fumée, aussi, surtout avec l'ampleur de ces mouvements-là. Bon, merci pour l'écoute. Merci à vous. Merci beaucoup.